Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Hello, il était court le jingle là, il est pas plus court que d'habitude, non? J'ai mis la version courte intro live là qui fait une quinzaine de secondes. Ah, c'est pour ça, j'étais pas prêt. Heureusement que j'ai pas fait de grimace avant. Là. C'est pas la version 15 minutes, ça va. Ok. Ah, j'aurais Mais en pu. plus, on est presque en avance là. Et peut-être que, je sais pas, il y a combien de personnes? Peut-être on attend peut-être en 1 ou 2 minutes avant de commencer là. Il y a 10 personnes. Ouais, je pense qu'on va attendre un peu quand même. Ouais, du coup un petit. Donc si on fait un petit récap vite fait, donc sur la première émission, on avait abordé quoi les points, la vue carte pour moi. Jérôme, tu avais abordé. Attends, je sais même plus. Sur l'émission 1, On a voir déjà un peu oublié. les fonctionnalités. Moi, je sais que j'avais abordé la liaison des tables possibles entre des tables de 10 bases différentes. Ça, c'est un autre truc que j'aime bien. Oui, j'ai fait quoi? Je sais même plus ce que je et- fais, moi, tu sais. J'ai fait les C'était pas la automatisations génération deuxième. doc, toi, Jérôme? Si, il me semble, non? T'as pas parlé de la génération doc, la D'accord? première émission? La Ah La oui, génération de génération documents? 2, t'as raison. ouais, Ouais, c'est ouais. ça, génération de documents, ouais. Sur la deuxième émission, donc début janvier, on a parlé, donc, pour ma part, des automes Excel. Marco, tu avais fait un point sur le pricing Ouais. et sur un petit peu les limites, ouais, c'est bien ça. Et puis Jérôme, c'est pas que je te squeeze, Automne. mais Les rappelle automes déjà. classiques. Les automes. Ah oui, ça, ouais, on avait fait un petit tour automatisation. Donc voilà, et donc pour aujourd'hui, on a prévu continuer avec les fonctions un petit peu spécifiques, avec la gestion des mails, la partie formulaire externe, et puis un petit peu aussi l'import et l'export de données. Voilà, des fonctionnalités qui peuvent être bien pratiques dans la gestion des cas au quotidien. Oui, il y a Thierry qui est présent, faut pas dire de bêtises. C'est Thierry, c'est Ah oui. de Time Tonic, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, mais pour moi, le seul moyen que j'ai de pas dire de bêtises, c'est de rien dire. Hein. Et encore, donc c'est ce que je fais. Bon, on va rien montrer en fait aujourd'hui. Pourtant, on compte sur toi, hein, quand même, Marco. Pour les conneries, c'est ça ou pour rien dire parce que... Faut bien que ça soit marrant, faut qu'il y ait un peu de conneries quand même. Ah, ouais. Bon. Ah non, là, puis bon, comme... Bah, Pour pas vous cacher les coulisses, plus les émissions passent, plus ça va être du live dans nos démos. Donc, Ouais, c'est sûr, avec le temps de préparation, avec les projets clients et tout ça, bon, c'est tout le monde pareil. Après, on prépare un peu moins, mais bon, le contenu est là, on sait ce qu'on doit dire et tout ça, donc ça va. Mais c'est vrai qu'avant, on se faisait une petite vidéo entre nous pour dire ce qu'on allait dire pour coordonner un peu. Là, c'était un peu plus mode live, quoi. je pense qu'au fur et à mesure, le temps passé, on va tracer un graphique du temps passé pour préparer en fonction des émissions, mais la courbe est descendante, on va dire, quoi. mais c'est bon, Ben, c'est bon. peut-être qu'on peut-être pas. C'est bon pour les conneries? Non, j'ai rien dit encore. On peut commencer peut-être. Si je Ouais, sais pas ce que vous en pensez là. ouais, 13h05, ça peut être pas mal. on peut démarrer. Donc, comment tu te lances, Marco, avec Ouais, les mais écoute, si tu peux envoyer mon écran, du coup, mails? Ouais, on peut y aller. hop, c'est parti. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de la gestion des emails dans Time Tonic. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur la version business, donc la plus haute version. Dans cette version-là, la différence par rapport à la version précédente, c'est qu'on peut évidemment toujours faire des automatisations avec un envoi d'emails via Time Tonic, mais surtout, on peut recevoir ces emails, répondre à ces emails dans Time Tonic. Ce qui est très sympa, c'est qu'évidemment, tout passe par des tables. Hein. Tout est vraiment table dans Time Tonic, là. Et niveau des mails, on a une table des emails. Alors là, avant d'avoir ça, j'ai paramétré une table d'acompte, de compte Gmail. Enfin, là, c'est un compte Gmail, mais je peux avoir autant de comptes que je veux. Je peux avoir un compte Outlook. Là, j'ai paramétré mon compte Gmail Pro, paramétré l'envoi avec du coup le serveur SMTP, la réception en IMAP. Et une fois qu'on a configuré ça, on a du coup une table email et on a dans cette table email l'ensemble des emails qui arrivent, les emails envoyés aussi, donc tous les emails. Et comme c'est des tables, je peux créer différentes vues. Là, j'ai vu des emails à traiter. Je peux créer une vue spéciale pour les emails envoyés.
Ce qui va m'intéresser du coup aussi, c'est comme c'est des tables, je peux aussi ajouter des colonnes spécifiques. Je peux du coup enrichir les fonctionnalités du mail. Là, par exemple, je peux lier un mail à une mission, je peux lier un mail à ma to-do list. Donc, je peux vraiment profiter pleinement du coup de la base de données, de ces gestions d'email. Ça peut être pratique de rattacher un email à des échanges clients, par exemple, si on fait un CRM. Donc, tout ça, voilà, c'est vraiment un gros plus de pouvoir vraiment rattacher ces emails directement depuis l'application et de pouvoir y répondre. Alors là, dans la vue des emails à traiter, la vue que j'ai, si j'ouvre pour voir à quoi ça ressemble, donc là, je retrouve différents champs. Alors, j'ai paramétré complètement mon affichage. Je peux évidemment changer ça, mais j'ai gardé évidemment l'émetteur, les expéditeurs, l'objet du mail. Et j'ai rajouté, moi, en plus, et je vais en discuter tout à l'heure, des champs qui vont être enrichis avec de l'IA et des automatisations. Et je peux me créer vraiment les vues complètes que je veux sur mes emails pour les traiter. Et là, en fait, je me suis rajouté une case à cocher. Quand mon email est traité, je le coche. Et comme c'est la vue des emails à traiter, dans ce cas-là, il va disparaître de ma pile d'emails à traiter. Donc, je peux aussi envoyer un nouvel email. Donc là, je me suis fait une vue différente quand j'envoie un nouvel email. Donc, si je veux, par exemple, tester ça, je vais envoyer un nouvel email. Donc là, du coup, c'est mon compte email qui est présélectionné. C'est le compte email que j'ai paramétré dans les accounts. Mais je pourrais en avoir plusieurs si j'en paramétrais plusieurs. Donc, l'expéditeur, je peux envoyer, par exemple, un mail sur mon autre adresse personnelle. Donc, je peux mettre un objet, donc test 42, mettons, je fais ça, je clique sur envoyer. Alors, je pourrais très bien faire sauvegarder, quitter. Là, il resterait dans mes mails à traiter. C'est un brouillon, un draft. Je peux le reprendre. Et une fois que le mail me plaît bien, c'est plus 42, mettons, c'est 43, ça change tout. J'envoie le mail. Donc, quand je clique sur envoyer, si je vais dans les éléments envoyés, du coup, je peux voir qu'il y a un email qui a été envoyé. Il est à l'état send. Donc, il est bien arrivé et je peux ouvrir ce mail et j'ai accès à tout ce que j'ai envoyé, tout ce que j'ai fait. Donc là, jusque-là, bon, c'est pratique, on peut quand même écrire, ça évite de passer d'un outil à l'autre. On n'a pas encore utilisé toute la puissance de ce qu'on peut faire avec. Ça pourrait être intéressant quand j'envoie un mail, peut-être. Donc, je vais écrire un nouveau mail. J'ai imaginé que j'écris, alors j'ai toujours cette adresse-là parce que c'est mon adresse perso, mais j'ai imaginé que j'écris, par exemple, à la mairie de mon village et je voudrais lui poser une question. Et j'aimerais que, par exemple, que ChatGPT m'aide à rédiger le mail parce que je n'ai pas forcément envie d'écrire le mail complètement à la main. Donc, j'ai rajouté une action, proposer contenu. Et ça, on va voir, ça va déclencher une automatisation. Et l'IA va me proposer un contenu l'email par rapport à ce que je lui ai mis ici. Alors, là, par exemple, je vais dire, je voudrais demander à ma mairie si une réduction est possible sur la cotisation foncière d'entreprise. Alors je vais écrire tout parce que cotisation foncière des entreprises. On peut toujours rêver, on ne sait jamais, c'est peut-être possible. Donc là, c'est ce que je vais demander à ChatGPT. Je lui demande de me proposer un contenu, donc je clique dessus, proposer contenu, et là, je ne sais plus si j'ai paramétré le modèle 3.5 ou 4. Le modèle 3.5, ça va assez vite, le 4 un peu moins, mais il est plus pertinent. Voilà, donc là, c'est ce que me propose du coup ChatGPT. Bon, après, évidemment, si on fait un meilleur prompt, on peut avoir des résultats qui, évidemment, sont de mieux en mieux. Mais en gros, voilà, potentiellement, il peut me rédiger cet email pour moi. Donc après, je peux le prendre et puis je peux faire du copier-coller. Et là, donc, j'ai le contenu de mon email. Et alors là, donc c'est intéressant, mais on peut imaginer aussi, moi, que j'ai envie peut-être de traduire cet email. Par exemple, j'ai envie de l'envoyer en anglais. Bon, ma mairie, si je leur envoie un email en français, c'est déjà pas simple. Si je l'envoie en anglais, je vais les perdre. Mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là, je change. J'ai rajouté, pareil, un champ en plus, du coup, dans la table email, qui est un champ déroulant avec des possibilités de sélectionner une langue. Et là, ça va modifier le paramétrage et ça va envoyer à ChatGPT l'info comme quoi il faut traduire. Alors, je vais en email. Donc, je clique sur anglais. Je vais en anglais, pardon. Voilà, donc là, je vois le contenu de mon email qui est en anglais. Et bon, pareil, je peux le prendre et puis du coup, je peux revenir et puis l'envoyer en anglais. Donc là, grâce à l'IA, je peux traduire des mails, ce qui est quand même assez sympa. Non seulement je peux traduire des mails et je peux aussi me faire aider aussi par ChatGPT pour rédiger des emails. Alors, si j'ai des emails assez laborieux à écrire, clairement, on va beaucoup plus vite avec ChatGPT. Puis j'ai bien sûr la main parce que je peux les modifier directement depuis l'éditeur HTML de TimeTonic. Donc là, c'est très pratique à modifier. Alors, je ne l'ai pas montré, mais évidemment, j'ai des champs pièces jointes. Je peux envoyer des emails avec des pièces jointes aussi. Voilà, ça, c'est possible.
c'est possible. Donc là, hop, C'est vrai que c'est pas envoyez-moi. mal pour les équipes support même, tu vois, dans les entreprises où il peut recevoir des mails de différents pays et comme ça, hop, ils traduisent le truc dans la bonne langue de la personne qui gère le support et comme ça, il peut répondre Ouais. aussi dans l'autre langue. C'est vrai que Oui, et puis on pourrait imaginer qu'une automatisation affecte en fonction de l'email à la bonne personne du support, va le traduire en fonction de la langue de la personne du support qui parle. Enfin, bon, on peut imaginer plein de choses en fait, hein, grâce aux automatisations finalement et au fait que ça soit dans la table. Alors là, je vais, par exemple, je peux sauvegarder, quitter, j'en verrai plus tard si je veux. Comment c'est foutu derrière? Donc, c'est des automatisations donc sur la table des emails de type donc native time tonic plus IA. Et donc le bouton, par exemple, traduire un mail derrière. Donc, c'est simplement ce qui se passe, un bouton derrière. Je vais le déclencher, l'action, quand la langue est modifiée. Donc, quand dans ma liste déroulante des langues, je change, je déclenche mon automatisation. Je déclenche ça que s'il y a une langue qui est sélectionnée. Et l'action, c'est de demander à ChatGPT. Donc là, j'ai pris le 3.5, un turbo. Je lui ai mis quelques contextes pour dire quel sera ton rôle. Ma question, traduit dans la langue de la liste déroulante le texte qui est le contenu HTML que j'avais dans mon email. Et la réponse que tu fais, tu me la mets dans le champ traduction. Voilà. Donc là, évidemment, là, je ne suis pas forcément passé beaucoup de temps sur le prompt, hein, mais meilleur le prompt est et meilleure sera la réponse de ChatGPT là-dessus. Après, on peut choisir aussi le modèle 3.5 ou 4, suivant ce qu'on veut faire. Du coup, si on veut aller plus vite, des fois, on n'a pas forcément envie d'attendre, d'avoir une grande puissance de la part de ChatGPT. Le 3.5, ça va très bien. À l'inverse, des fois, on veut que ça marche un peu plus, de manière un peu plus profonde. Et là, dans ce cas-là, on prend le 4, mais bon, faut attendre un petit peu. Hein. Ce n'est pas TimeTonic qui attend, hein, c'est ChatGPT qui va mettre du temps. Voilà. Donc, en fonction de notre besoin, on peut très bien changer. Et j'ai rentré juste mes clés d'API, l'ID d'organisation pour paramétrer ça. Et là, donc, ça se fait vraiment de manière très simple. Hein, finalement, donc, j'ai vraiment une petite automatisation qui est simple à ce niveau-là. Donc là, j'ai montré l'envoi d'un nouvel email. Donc, j'ai montré qu'on pouvait, du coup, avec l'IA, on pouvait du coup traduire le contenu de l'email, proposer aussi du contenu. Et donc là, maintenant, j'ai un autre cas, un exemple aussi, c'est le traitement des mails. Alors, quand on reçoit beaucoup de mails, des fois, on passe quand même pas mal de temps à traiter ces mails. Donc là, dans ma liste des mails à traiter, j'ai plusieurs emails et j'en prends un, par exemple, le premier. Donc là, j'ai pas mal de textes à lire. Alors, il n'est pas forcément très long celui-là, mais ça peut être intéressant des fois que j'ai un résumé. Donc, j'ai rajouté un bouton. Et pareil, j'ai une automatisation derrière qui va envoyer ça à ChatGPT, qui va envoyer tout le contenu de mon mail et qui va lui demander le résumé. Donc là, si je clique sur résumé, j'attends un petit peu. Et ça va me permettre d'avoir automatiquement finalement un résumé sur l'email que j'ai à traiter. Voilà. Donc là, le résumé n'est pas forcément hyper court. Hein. Pareil, le prompt, je peux l'adapter. Mais ça peut vraiment être intéressant d'avoir en un seul coup d'œil le résumé et de ne pas devoir tout lire. Quoi. Clairement, là, ça fait vraiment un gros avantage. Pareil, j'ai rajouté aussi un bouton qui est de prioriser. Alors, prioriser, là, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai défini pour les mails, c'est un nouveau champ que j'ai rajouté. Je dis, voilà, moi, le mail, j'ai 3 importances, faible, moyenne, haute. Et une fois que tu as lu le contenu de l'email, automatiquement, tu vas me dire, sous-entendu, c'est ChatGPT, hein, tu vas me dire si c'est du faible, du moyen ou du haut. Et là, derrière, clairement, par rapport au traitement que je vais en faire, ça ne sera pas la même chose. Donc là, si je clique sur prioriser, donc voilà, il a analysé le contenu d'email et il a jugé que c'était une priorité moyenne. Alors là, j'ai déclenché ça par rapport au bouton prioriser, mais on pourrait très bien déclencher l'automatisation lorsque je reçois un email. En fait, dès que je reçois un email, il pourrait automatiquement le prioriser, m'en faire un résumé. Je ne serais pas obligé de déclencher manuellement l'action. Là, j'ai choisi de le faire comme ça, mais on peut très bien le faire de manière différente. Et là, du coup, si on regarde comment c'est fait derrière, alors je peux sauvegarder, peu importe. C'est pareil, donc là, c'est toujours une automatisation. Donc là, on a le bouton, par exemple, prioriser. C'est une action, on demande à ChatGPT, même principe, on lui demande son rôle, on lui pose une question, on lui donne le champ dans lequel il écrit, en lui précisant bien que comme c'est un champ où je veux que des valeurs faibles, moyennes, hautes, il faut vraiment qu'il me donne que ces 3 valeurs-là et pas un autre chose. Donc globalement, ça marche plutôt pas mal dans mon exemple. J'ai eu quelques cas où il me renvoyait autre chose que les 3 valeurs. Je pense que c'est juste que mon prompt n'est pas assez bien rédigé. Mais voilà, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir prioriser aussi les emails. Ça n'empêche pas de les lire. Quand on a déjà à la fois le résumé de l'email plus la priorisation, on a quand même une bonne idée quand même du contenu et de l'importance de ce mail sans avoir besoin de tout lire, de tout lire dans le détail. Et ça, c'est directement intégré dans l'outil. Je ne l'ai pas montré forcément, mais quand on a un mail à traiter, on peut évidemment… alors, ce n'est pas forcément cette vue-là. Là, c'est un mail que je n'ai pas reçu. Je pourrais n'importe quel autre mail, par exemple, dans notre vue.
peu importe, je change, tata, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme celui-là? Peu importe. Hop, voilà. Donc ça, c'est un email que j'ai reçu. Je peux faire répondre à tous, transférer. Hein. J'ai vraiment toutes les possibilités de ce que j'ai dans les emails classiques. Voilà. Donc là, j'ai passé en revue donc, le traitement d'email, les nouveaux mails. J'ai prévu aussi un autre petit scénario. Alors là, c'est complètement un peu fictif, mais pour voir un peu ce qu'on peut faire avec, c'est que je me suis dit la chose suivante qui peut être intéressante des fois, c'est quand on envoie des emails, on ne pense pas forcément à mettre son chef en copie. Alors, bon, je n'ai pas forcément de chef, mais imaginons que j'ai un chef en copie. J'ai envie de lui envoyer, j'ai envie de le mettre en copie, de forwarder les mails qui sont vraiment importants. Et des fois, j'oublie. Je n'ai pas forcément envie d'y penser à chaque fois. Et j'ai envie de me dire, j'aimerais une automatisation qui fait en sorte que si le mail est important, il le transfère automatiquement à mon chef. Ça, du coup, c'est ce que j'ai fait dans le petit exemple. Donc là, j'ai une automatisation qui va être avec TimeTonic qui est plus simple. Je n'ai pas mis d'IA. On pourrait très bien imaginer que ce soit l'IA qui analyse les mails pour savoir si ça vaut le coup, que mon chef soit en copie, etc. Moi, j'ai pris un cas simple. J'ai pris un cas simple, le cas où le mail est envoyé, où l'objet contient important. Donc, ce qui détermine si mon mail est important, c'est juste le fait que l'objet contient important. Mais ça, voilà, on aurait très bien pu mettre d'autres conditions plus élaborées. Et que du coup, le mail, il n'a pas été envoyé à mon chef. C'est-à-dire que là, j'ai supposé que mon chef, c'est moi-même, c'est mon adresse perso, mais j'ai supposé qu'il n'est pas dans la liste des destinataires. Et dans ce cas-là, c'est important. Je n'ai pas envoyé l'email. Et qu'est-ce que je fais comme action? Là, j'utilise l'action de TimeTonic qui est d'envoyer un email. Je lui envoie un email. Je mets forward devant, W. Je remets l'objet du mail au départ. Je remets tout le contenu. Voilà. Et là, derrière, après, l'email va partir. Alors, si je teste là, du coup, rapidement, pour voir ce que ça donne, je crée un nouvel email. Donc là, je vais envoyer sur une autre adresse IDEA. Je ne mets pas l'adresse du coup Gmail parce qu'on va tester. Et là, je mets important. Par exemple, à suivre. Hello World. Alors, je ne sais pas quoi mettre. Voilà, Hello World, on va dire. Donc là, ce que je fais, du coup, c'est j'envoie ça. Donc, mon chef, il n'est pas dans la liste des destinataires. Ouais, Hello World, c'est une private joke de développeurs. Je ne savais pas quoi mettre. C'est 42 Hello World le contenu des mails. C'est celui qui a commencé un cours il n'y a pas longtemps sur un cours Python, un cours sur Python pour les étudiants d'école de commerce. Ils aiment beaucoup Python d'ailleurs. Alors, bref, j'envoie. Du coup, ce que je peux voir dans les éléments envoyés, et bien là, du coup, il y a mon mail qui vient de partir, donc important à suivre. Et du coup, si je rafraîchis aussi, là, est-ce que send, pourquoi? Évidemment, c'est l'effet des mots. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce mail? J'ai bien mis important. Ah, j'ai mis un important avec une majuscule. Est-ce que c'est ça qui ferait que… C'est peut-être ta façon d'écrire important, non? Ouais. Important minuscule. Alors ça, clairement, il faudrait faire en sorte que du coup, il y a une automatisation, qu'on soit pas limité à la case, qu'on mette tout en majuscule. Bref, dans mon exemple, voilà. Bon, imaginons, j'aurais fait mon test quand même pour montrer que normalement que ça marche. Ou alors ChatGPT a compris que c'était pas important, les blagues. Ouais. Pourtant, Hello World, je pense que c'est important. Hein. Important, coucou. On va voir, c'est peut-être le contenu du mail. Hein. Non, mais là, je vais mettre 43, par exemple. Et je vais mettre un destinataire aussi. Hop, un nouvel email, tac. Et là, c'est bon. Hop, j'envoie. Donc là, maintenant, cette fois-ci, hop, dans les éléments envoyés, je devrais avoir le nouvel email, donc le coucou. Et du coup, si je rafraîchis cette fois-ci, est-ce que ça va le faire ou est-ce que je suis allé trop vite? Alors là, du coup, c'est intéressant du coup pour voir ce qui s'est passé. Tac, contenu important. Donc là, je peux aller voir dans une automatisation, on peut faire afficher les logs et on peut regarder tout ce qui s'est passé. Et là, en fait, ce qui s'est passé à 13h20, donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que j'ai envoyé un email et je me suis trompé parce qu'effectivement, j'ai envoyé un email à mon chef. Donc, mon chef, il est déjà, a priori, non. Ah, mais non, c'est parce que c'est le classement des mails. En plus, voilà, il est là-dessus. Donc, je n'ai pas vu. C'est moi qui n'ai pas trié. Donc, il est bien parti. On voit que le forward. Là, je vois le mail. Il a bien été envoyé à mon chef et j'ai bien forwardé. Donc, c'est bien passé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, même si j'ai mis important en majuscule, ça a bien passé aussi. Hein. A priori, voilà. C'est pas case sensitive, le test. D'ailleurs, c'est… voilà. Donc là, je n'ai pas vu que je pensais que ça arrivait là-haut. Je n'ai pas dû mettre de tri. Il faudrait mettre un tri par rapport à la date, hein, peut-être dans cette vue, sur les éléments envoyés.
Voilà, donc vraiment en résumé, du coup, l'intérêt des emails dans TimeTonic, c'est très puissant parce qu'on peut relier ça à différentes tables, on peut faire de l'IA avec, des automatisations, plein de choses. On a en plus quelque chose que je n'ai pas montré, mais on a automatiquement la table des contacts et dès qu'on envoie ou reçoit des mails, automatiquement, il y a une ligne qui arrive en plus, donc ça rajoute automatiquement ces contacts. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant, clairement, parce que le mail, c'est quand même un outil qu'on utilise assez souvent dans la vie de tous les jours, voire très souvent pour certaines personnes. Donc là, la plus-value est vraiment forte. Et même pour relier à des projets, par exemple, tu relis ton mail à ton projet, comme ça tu as le suivi de tes mails par rapport au projet. Tu peux avoir c'est un peu ce que fait Front, en fait, comme logiciel. Et moi, il y a toujours un truc aussi que j'ai toujours rêvé, entre guillemets, d'avoir dans les mails, c'est un numéro pour identifier un mail. Et là, le fait qu'il y ait ce numéro-là, mine de rien, c'est super parce que quand on discute avec quelqu'un, on est obligé de lui dire ah, tu te souviens le mail que je t'ai envoyé tel jour à telle heure, machin, pour identifier le mail. Et là, on peut lui dire tu te souviens le mail 826, enfin, j'en sais rien, par exemple. Voilà, on a quelque chose pour identifier le mail, quoi. Et ça, c'est vrai que. Il y a même encore mieux, tu as le champ commentaire et comme ça, tu notifies la personne, regarde ce mail-là, et comme ça, il reçoit une notif et en plus, ça a le lien directement du mail. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que là, en plus, oui, tu peux très bien, là, je ne l'ai pas affiché dans l'activité, mais on peut très bien commenter en plus, ajouter des choses. On peut vraiment enrichir complètement, finalement, le mail. On va beaucoup plus loin qu'avec finalement un outil classique, quoi. Ouais, du coup, le champ commentaire, ça permet, comme tu dis, Jérôme, de discuter entre personnes du même espace, de la même organisation, sur un mail qui vient de l'extérieur, et de faire des commentaires avant pour éventuellement finaliser une réponse. Voilà. On pourrait imaginer aussi, je ne sais pas si c'est des mails qui passent par une étape de validation parce qu'on parle à un client, qu'en gros, quelqu'un écrit un mail qui n'attend une demande d'approbation de part d'une autre personne et voilà, qui approuve. Et dans ce cas-là, une fois qu'elle a approuvé, l'email part automatiquement ou elle envoie elle. Enfin bon, on peut tout imaginer. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, quoi. C'est vrai qu'on peut avoir plein de process sympas avec ça, je pense. Et le fait que ce soit des tables aussi, un petit truc qui est intéressant en termes d'ergonomie, c'est qu'on peut paramétrer les vues qui nous vont bien en fonction de ce qu'on veut traiter. Et on peut se mettre sur, pas seulement sur la vue des envoyés, reçus, etc., mais en fonction des sujets ou en fonction des priorités, comme tu l'as fait. Je veux voir quel est important. Et du coup, ça se fait en un seul clic avec une vue qu'on a préparamétrée. Ouais, c'est vrai que là, on profite de toute la puissance des tables grâce à ça, quoi. Ouais, tu peux même mettre un user en affectation sur le mail et que c'est cet user qui va être en affectation qui, dans une table miroir, verra que les mails qui lui sont affectés et comme ça, il fera le traitement en fonction de ça, quoi. Pas mal aussi. Effectivement, sur une boîte mail générique, comme ça arrive parfois, souvent dans les entreprises. Ça arrive souvent qu'il y ait une boîte générique que les gens interviennent, ils relèvent, etc., suivant les absents et tout ça, comme ça, une boîte mail générique, et c'est vrai que c'est pas mal ça, pour un traitement. Ouais, non, c'est vrai qu'on peut imaginer plein de choses. Je pense que là, il y a des trucs très sympas à faire avec ça. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si je vous ai tous endormis ou c'est l'heure de la sieste. À chaque fois, on fait l'émission pendant l'heure de la sieste, donc c'est peut-être un problème aussi. Les gens en ont marre des emails, ils se sont dit j'en ai marre de recevoir trop d'emails. Ils ont lu le programme, ils ont lu email. Enfin, non, c'est bon, ça, j'en peux plus là, ça y est. Ça. Bon, alors, à quand l'intégration de Slack comme les emails? Ouais. En même temps, on peut déjà discuter dans TimeTonic de toute façon, déjà. Donc, du coup, voilà. Pourquoi passer par Slack Il n'y a pas autant de choses que dans Slack encore, mais peut-être qu'on peut passer à la suite alors s'il n'y a pas de. Ouais, puis s'il faut, si les questions arrivent après. On pourra bien sûr y revenir, quoi. Ouais. Donc, t'es parti, Jérôme? Ouais, vas-y. Normalement, j'ai partagé mon écran, tu peux le mettre sur le pen. Est-ce qu'on voit bien déjà? Attends, je me demande, est-ce que je vais zoomer? Hop. Ah oui, c'est vrai que moi, j'ai pas posé la question. Ouais, ça va. Ouais. Ça a l'air d'aller. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau affichage? De nous trois, Marco, t'es le seul qui n'a pas de lunettes. Tu sais pas ce que c'est de pas bien voir. Ouais, mais moi, je vois bien de près. Moi, je suis myope, mais j'ai les lentilles, donc c'est ça. Mais par contre, de près, je vois très, très bien. Donc, les petits caractères, c'est pas… Ouais, ça sera plus tard. Ça changera. J'ai investi pour l'avenir, moi, tu vois, comme ça. Avec la presbytie, ça va se compenser.
Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la partie formulaire de TimeTonic. Donc, pour ça, j'ai gardé un peu la même base. Ça va être, je pense que ça va être le fil rouge de à chaque fois mes présentations, c'est que je pars de la même base. J'avais une base avec des clients, des contacts pour, on va dire, une entreprise qui gère des interventions. Et là, on va imaginer, on a rajouté une table. J'ai déjà une petite, j'avais retiré une vue. Une petite base sur les véhicules, par exemple, il a une flotte de véhicules et il veut avoir les informations sur ces véhicules et on va créer des formulaires pour interagir un peu avec cette base. Donc, cette table véhicule elle va prendre des informations diverses sur le véhicule en lui-même, même des papiers, des notions de kilométrage, de coûts, etc. Donc là, on a une vue qui est ma vue admin. Ce que j'appelle admin, c'est ma vue, on va dire, générale qui affiche tous les champs. Et là, on va vouloir déjà créer un formulaire pour juste une création, que quelqu'un de l'extérieur, en dehors de TimeTonic, puisse créer un nouveau véhicule. Par exemple, on pourrait imaginer c'est une demande de nouveau véhicule et puis après, il faut qu'elle soit approuvée. On pourrait imaginer beaucoup de choses. Mais on va se mettre dans le cas qu'on veut créer juste un nouveau formulaire pour la création d'un véhicule. Donc pour ça, je vais créer une vue. C'est le plus simple pour gérer tout ce qui est formulaire et envoi, etc. Donc je vais créer une vue création véhicule. Hop. Donc cette vue-là, comme c'est la création d'un véhicule, on va mettre un peu tous les champs, mais les champs kilométrage, date de relevé et tout ça, on va dire qu'ils ne sont pas importants parce que là, c'est un nouveau véhicule, donc il n'y a pas cette notion de kilométrage et date de relevé, etc., on va dire. Donc là, on va gérer un peu dans ce champ-là, masquer les colonnes, on va gérer les accès par rapport à cette vue de lecture-écriture ou de lecture seule ou de faire disparaître un champ. Donc là, on va pas en mettre en lecture seule, ça n'a aucun but parce que ça voudrait dire que la personne ne peut pas saisir, mais j'en ai fait disparaître et apparaître. Donc là, on a notre vue, on va dire, on a les informations qui sont intéressantes pour la création de notre formulaire. Et pour créer le formulaire, il suffit d'aller dans partager le formulaire. Et là, il nous ouvre cette page-là pour créer le formulaire, en fait. Donc, je vais marquer le titre, c'est création de véhicule. Donc, on va mettre un petit smiley, c'est toujours plus beau. Blablabla, bla, bla. Je vais mettre en description. On va voir un peu que ça apparaît. Il y a un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est à la fin de la soumission du formulaire. C'est le petit message qui peut apparaître. Donc, par exemple, je vais mettre un petit merci. Un logo, je vais en mettre un. Je vais en avoir un là. Ouais, c'est le mien. Hop. Je vais mettre un logo pour vous montrer un peu comment ça apparaît. On a aussi une image de couverture. Ça peut être comme un bandeau, quoi. On peut mettre ça aussi. Donc là, j'en ai pas. Mais ça peut être ajouté. On est capable de mettre un URL de redirection, c'est-à-dire à la fin de la soumission, je le fais avec certains clients, par exemple, c'est d'aller sur leur site internet ou ce genre de choses comme ça, ou d'aller vers. Ça peut être aussi une colonne, c'est-à-dire on a décidé une redirection en fonction de certains critères. Par exemple, si c'est tel formulaire, on veut que ça soit sur tel champ, si on veut que ça soit de tel type, ça soit sur tel champ, etc. Donc on peut avoir aussi une colonne comme dans TimeTonic directement de redirection qui peut évoluer. Ouais, et on peut rediriger vers d'autres formulaires également, puisque c'est des URL. Ouais, on pourrait faire un cheminement de formulaires et se dire une première étape, puis après on agit sur autre chose, etc. On a aussi protégé par un CAPTCHA, c'est juste pour la sécurité, pour pas que des robots puissent saisir des formulaires et vous pourrir votre base, clairement. Et puis on a auto-authentification requise. C'est quoi en fait? C'est parce que on peut, par exemple, si c'est un formulaire interne, se dire il n'y a que ceux qui sont connectés à TimeTonic qui puissent saisir le formulaire et qu'il y ait une sorte de traçabilité là-dessus, quoi, par exemple. On pourrait imaginer. Et là, c'est le bouton de sauvegarde. Par exemple, je vais marquer envoyer. C'est juste parce que le bouton de sauvegarde il est en anglais en standard. Donc là, on peut mettre un petit texte français. Donc là, j'ai créé mon formulaire. Donc, il nous donne un lien URL
c'est-à-dire vraiment un lien web vers directement le formulaire. Et aussi, il donne le code à intégrer. Par exemple, sur votre site, si vous voulez intégrer sur votre site internet et que vous pouvez mettre un iframe directement dessus, eh ben, vous pouvez mettre ce code-là et ça mettra le formulaire sur votre site, par exemple. Donc là, je vais copier la petite URL et je vais l'ouvrir pour montrer ça. Toc. Donc là, comme on le voit, il y a le formulaire véhicule avec tous les différents champs que j'avais mis. Donc la notion de champ obligatoire est valable aussi dans les formulaires, c'est-à-dire là, je peux pas envoyer le formulaire si ce champ obligatoire-là n'a pas été mis. Donc, je suis obligé de le remplir. Je vais marquer un vrai truc, test live. On peut mettre d'autres champs obligatoires, on peut prendre des photos. Si par exemple ce serait un formulaire téléphone, on pourra avoir accès directement au téléphone, prendre une photo et mettre une image, ce genre de choses. Donc on va voir les différents champs, puis on va envoyer. Hop, là j'envoie mon formulaire. Il me dit OK. Là, j'ai pas mis le lien de redirection, donc il ne va pas vers un site, mais si on en aurait mis un, il aurait été vers ce site. Donc là, hop. Et là, voilà. Comme ça, mon formulaire de création est arrivé. Donc on va dire qu'il y a eu un nouveau véhicule le demandé. Donc si on veut aller plus loin après, là je veux par exemple, je m'étais mis quoi, un formulaire, ouais. Alors tout ce qui est formulaire, modification d'un formulaire. Donc là on peut aller directement créer des formulaires pour modifier un enregistrement. Donc même procédé, par exemple, on veut dire, on veut que les personnes, il y a une notion de, là on avait vu de comment, c'était où? Ah ben je les ai fait disparaître dans la création, mais une notion de kilométrage et date de relevé. Imaginons qu'on veut envoyer, je vais dire une bêtise, tous les mois, tous les 3 mois, à une personne qui a affecté sous cette voiture, qui fasse le relevé kilométrique. Par exemple, dans les sociétés, ça se voit assez souvent qu'il y a un relevé à faire, etc. Ou ça pourrait être mettre à jour l'assurance, la petite vignette d'assurance. Il faut qu'il y ait un scan qui est fait, qui est pris en photo pour montrer qu'elle a bien mise dans la voiture. Par exemple, des petites choses comme ça. On va pouvoir faire des formulaires de modification. Donc pour ça, même procédé, je vais créer modification, on va l'appeler relevé kilométrique. Hop. Et cette vue-là, pareil, je vais gérer mes droits dedans pour ce qui est intéressant. Donc là, par exemple, je vais mettre tous mes champs en lecture seule. Donc comme ça, tous mes champs seront en lecture seule, sauf, par exemple, on voudrait juste que la personne remplisse ce kilométrage. Donc il y a juste les champs kilométrage et date de relevé qui seront possibles de modifier pour la personne. Donc là, je vais sauvegarder. On va dire que j'ai ma vue de prête bien pour mon formulaire. Et maintenant, on va créer ce lien direct vers chaque enregistrement. Donc pour ça, on a un type de champ spécifique. Ça doit être formulaire externe. Donc là, c'est un lien qui va emmener vers le formulaire externe, vers l'enregistrement lui-même. Par exemple, là, le Kangoo, le Clio, le Kangoo électrique, etc. Donc je vais l'appeler forme. On va le mettre kilomètre. Donc là, soit on peut le transformer en bouton, c'est-à-dire dans l'interface de TimeTonic, ça va être un bouton. Mais concrètement, derrière, ça reste un lien avec une URL. C'est juste que le bouton, c'est juste visuel pour dans TimeTonic. Donc là, par exemple, je vais mettre le bouton. Comme ça, j'aurai accès directement. Donc, je vais marquer forme kilométrique. Le titre du formulaire, on va l'appeler relevé kilométrique. Si j'arrive à écrire français, j'aurai besoin de ChatGPT pour qu'il me corrige un peu. Description, bon, ça on va le garder. Mot de la fin, on va juste mettre un petit merci. C'est un peu le même principe qu'on a vu précédemment. Et là, on peut choisir une vue en tant que restriction du champ de vue, c'est-à-dire quels sont les droits que je vais accorder, les champs visibles, et tout ce qu'on vient de faire avant. Donc là, je voudrais que ce soit relevé kilométrique qui soit pris en vue pour ma saisie de formulaire. Là, pareil, bon, on peut remettre
un logo ou pas, on peut mettre des couvertures, etc. On peut avoir un URL de redirection, pareil, on pourrait orienter vers d'autres choses. Et on a un nouveau champ qui est jetons à usage unique. Ça, c'est pas mal, c'est quand on veut, par exemple, on veut donner accès à un client externe et on veut qu'il puisse modifier qu'une seule fois le formulaire, après il ne peut plus y retourner. Ça peut être bien pour de la modification d'informations, mais on ne veut plus qu'il ait accès pour aller revoir la data, etc. On veut juste qu'il se saisisse une fois et qu'après, il n'y a plus d'accès possible à ce formulaire. Donc là, on peut cocher cette case-là quand on veut un accès unique à ce formulaire. Après, bon, les autres options, c'est toujours les mêmes. Donc, hop, je vais juste mettre le petit bouton envoyer. Hop, et il nous a créé le petit bouton qui va nous orienter directement vers l'enregistrement. Donc là, j'ai le Kangoo, par exemple, mais si je prends Peugeot Expert, hop, il m'envoie vers le Peugeot Expert. Avec toutes les informations qu'on avait mis, ça peut être des photos, ça peut être les différents détails. Et là, on va pouvoir changer nos kilométrages, par exemple, 55 000, et la date du relevé, je vais mettre 2023. Il n'y a pas la notion de date du jour direct. On est le 1er février, il me semble. Je vais mettre aujourd'hui, hop. Et là, je saisis le nouveau kilométrage et je fais envoyer. Et comme ça, on a modifié notre fiche. Je vais actualiser pour que ça va vite. Voilà, on a actualisé notre date de relevé et notre kilométrage. Donc, voilà, on pourrait imaginer une petite automne qui envoie ça tous les 3 mois. Et d'ici 3 mois, ben, après cette date-là, les derniers relevés, qu'il envoie une notif à la personne qui a affecté dessus pour qu'il mette à jour le kilométrage. Donc là, ça, c'est les parties. Ah, Thierry, possibilité de mettre par défaut la date du jour dans le champ date. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. On a la possibilité, c'est dans les définir la valeur par défaut. Bah, de toute façon, on peut même directement dans le champ, je fais une connerie parce qu'on n'est pas obligé de faire ça, mais date de relevé. Ah oui, mais là, comme elle est déjà remplie, là, elle est déjà aujourd'hui, mais comme elle est déjà remplie, ça serait dans la création, ça mettrait la date du jour directement, mais là, comme elle est déjà remplie, ça prend l'ancienne date. Enfin, c'est pas très grave. Voilà pour forme de relevé kilométrique. Après, je pourrais montrer la partie signature. Je crée. Tiens, je vais rajouter sur le champ de relevé kilométrique. Je rajoute un champ. Et pour vous montrer la signature, je l'avais déjà montré, je crois, la dernière fois, mais bon, c'est parce que c'est visuel. Non, c'est un champ de type pièce jointe. Toc. Bon, là, ça n'a aucun but, mais on va dire dans un autre contexte, ça pourrait avoir un but, c'est qu'on veut que ce soit une signature, qu'il y ait un champ de signature dans notre formulaire directement. Donc là, je pourrais cliquer dessus. On a nos informations comme on avait vu précédemment. Et là, il y a un champ signature. Donc on peut cliquer dessus, que ce soit en mobile ou en truc, on pourrait mettre notre signature et on peut signer le document. En fait, ça envoie une image avec notre signature et qui permet de faire ça directement en vue formulaire des signatures. Donc ça, c'est pas mal apprécié par les clients. Souvent, j'ai les documents qu'on fait comme ça et qu'on fait les signatures avec les clients. Donc après, c'est une signature basique, hein. C'est pas une signature certifiée, bien sûr. Hop, et puis si je prends là, la signature, elle est bien arrivée dans mon enregistrement. Autre étape, on pourrait imaginer. Pour le coup, effectivement, c'est un champ signature classique, mais c'est surtout un champ où, si tu veux, tu peux faire aussi un petit croquis, un petit schéma vite fait pour expliquer une situation. Ça peut servir aussi à cette utilité. Tu vois, c'est vrai que c'est bête, mais j'ai jamais pensé pour apprendre. Moi non plus, mais je pense que je dessine tellement mal que c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé en fait. Parce que rien que l'idée de dessiner comme ça. Déjà la signature, j'ai déjà du mal avec mes mains, donc. Avec la souris là, ça va. Mais ouais, non, mais c'est une bonne idée ça, clairement. Et pareil, les images sur les photos avec le téléphone, avec la mobile hors ligne, par exemple, on peut annoter et faire des dessins dessus. Tout ça, c'est pas mal aussi. Ça serait beaucoup utilisé. Alors oui, je disais imaginons qu'on veut créer
je fais pour plusieurs clients, ça c'est souvent un besoin qui est pas mal, c'est de créer un QR code pour avoir accès aux informations du véhicule. Par exemple, j'ai déjà fait dans le BTP pour des camions, des genres de choses comme ça, c'est qu'on met un QR code dans chaque camion pour avoir accès aux différentes infos à jour qui sont dans TimeTonic. Donc là, pour faire ça, je vais reprendre je vais garder celle-là relevée kilométrique, c'est pas très grave. On va l'adapter, ou je vais en recréer une, ça va vite aller. On va dire information véhicule. On va créer une vue. Et là, je vais pas garder. Si, je vais garder tout en lecture, même le kilométrage. Hop. Bon, le reste des infos, ça, je vais le mettre en invisible. Toc. La signature, pareil, je vais peut-être la retirer parce que ça n'a aucun but là-dessus. Hop. Et là, on va vouloir créer qu'on a un formulaire d'accès au véhicule pour aller chercher les informations, les images de l'assurance, carte grise et tout ça. Donc pour ça, un peu le même procédé qu'on a fait avant, on règle notre vue, on ajoute un lien externe, par exemple. Je vais dire information forme. Hop. Donc là, c'est un formulaire externe. Donc, je vais le créer. Pareil, je peux mettre transformer en bouton. Je vais marquer information. Je vais rester simple pour ne pas perdre trop de temps. On va remettre un petit logo juste pour que ce soit visuel. Toc. Et de toute façon, ça, on n'en a rien à faire. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on a notre lien de formulaire pour accéder, je le montre, à notre champ. Là, je ne les ai pas mis en lecture seul ici. Ah, si. J'ai peut-être pas mis la vue, tiens. C'est peut-être pour ça que j'étais en modification. Ouais, voilà. Restriction de la vue. On va le mettre en information véhicule, justement, parce que j'ai vu qu'on pouvait modifier les champs comme ils étaient blancs, et là, ils sont grisés, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier. C'est ce que je voulais, pour qu'il y ait une visualisation des éléments. Hop. Donc, on a créé notre formulaire, et là, je vais vouloir créer un QR code. Alors, pour créer un QR code, déjà, il faut passer par un permalien. Alors, qu'est-ce que c'est un permalien? C'est un lien qui va ne pas bouger, en fait. C'est un lien qui va faire référence à notre formulaire qu'on a créé, mais quoi qu'il arrive, des changements, etc., au niveau de données, au niveau du jeton de notre formulaire, etc., quoi qu'il arrive, il ira rechercher le bon champ. C'est une redirection d'URL, je crois, derrière, techniquement. Et on pourra aller toujours avoir le même lien, il ne va jamais bouger celui-là pour ce record-là. Donc là, je vais choisir information, forme, c'est celui-là que je voulais prendre. Et à partir du permalien, on va pouvoir créer un QR code. Donc créer le QR code, comment ça se passe? Je vais l'appeler comme ça. Si je tape code, il y a un champ spécifique, code QR, et on va prendre, là je vais prendre mon permalien, comme ça on aura un lien unique, ce sera toujours le même pouce véhicule là. On va créer le QR code de cette façon. Et là, les différents QR codes sont générés. Hop. Voilà. Les QR codes sont générés et ce QR code-là, quand on va le flasher, on va arriver sous le permalien. Donc, si je vais dessus, hop, on a accès directement à notre vue véhicule et on aura toutes les informations du véhicule qu'on voulait derrière. Donc, on a toutes les informations. Là, je n'ai pas masqué ceux-là, mais le permalien et le QR code, il est dedans, donc ils n'ont pas été affichés. Mais voilà, on va pouvoir gérer un QR code avec un accès à des ressources d'information. Donc, ça, dans les véhicules, engins et tout ça, c'est souvent utilisé et c'est vrai que c'est pas mal pour donner un accès extérieur. Oui, tout ça sans compte TimeTonic pour les gens qui vont compléter le formulaire. Oui, pas besoin de fill-out, c'est directement intégré dans TimeTonic. Hein. C'est vraiment l'idée, quoi. C'est vrai que c'est top, ça, le QR code. Franchement, moi, maintenant, dans presque tous les projets clients, surtout que c'est des TPE, PME avec des choses à gérer derrière, souvent, le QR code, j'utilise vraiment presque tous les projets maintenant. Parce que c'est quelque chose, je l'aurais pas dit avant Covid, c'était un peu compliqué pour les gens.
Depuis qu'il y a eu le Covid et qu'on a dû flasher des QR codes et tout ça, les gens ont un peu plus pris l'habitude des QR codes. Et c'est vrai que maintenant, c'est assez courant les QR codes en termes Puis là, c'est une d'utilisation. table de voiture, donc ils ont l'habitude de se faire flasher les En plus, j'ai flashé la voiture. Ah bon? Ben non. Il y a une chose aussi importante, tu l'as évoqué, là, le fait qu'on puisse avoir finalement sélectionné une colonne pour l'URL du coup de retour du formulaire. Ça, c'est quand même super puissant parce que du coup, ça peut être dynamique. Ce n'est pas une URL statique. Ça, c'est vraiment un gros plus. Ça, enfin, je l'ai pas Enfin, montré tu l'as évoqué, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas détaillé, mais il faut ouais. vraiment garder à l'esprit ce truc-là, quoi. C'est vrai que j'aurais pu le prendre en exemple. Je m'en sers un peu autrement. Je vais montrer un autre cas. J'avais créé ça, j'en avais fait une présentation dans le milieu industriel, donc j'avais pris un peu un contexte industriel avec une gestion de flotte, des chariots élévateurs, nacelles, etc. Et bon, c'était un peu autour de l'intervention, un peu comme ce que j'ai montré avant. Donc il y a des anomalies, et puis par rapport à des anomalies qui ont été constatées, on va faire des interventions. Et ça, en fait, j'ai créé, je vais vous montrer un petit, on va dire que le QR code, il emmenait vers la home, ce que j'appelle la home. Enfin, c'était ça, toc. Je vais le montrer là. Donc j'ai créé un petit bouton. On va dire le QR code, il emmenait vers le véhicule. Donc là, par exemple, j'avais le nom et puis j'étais toujours en lecture seule. Et j'ai créé des boutons. Ces boutons-là, ils vont permettre, c'est juste des boutons avec une URL derrière, hein, et qui vont aller permettre d'aller chercher soit des informations sur le produit. Par exemple, là, c'était ma fiche produit. Donc là, on restait dans la même table. Et là, j'ai toutes les informations au niveau du véhicule. Et vous voyez là, par exemple, j'avais recréé un bouton pour revenir à la home directement. Hop, je reviens à la home. J'ai un genre de petit logiciel, enfin, des vues avec des URL qui reviennent à l'endroit qu'on veut. Et j'avais aussi fait une remontée d'anomalie, par exemple. C'est que ça allait me créer dans une autre table l'enregistrement. Enfin, le but, c'est que ça me crée dans une autre table l'enregistrement, mais tout en gardant le véhicule sur lequel on était. Donc, j'ai fait en gros un préfil du champ. Et ce préfil-là, on doit le voir normalement en haut. Enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai fait et engin égale le préfil de mon champ, enfin ce que j'avais sélectionné. Et en fait, je le crée avec des formules directement, je pourrais montrer après, directement dans le camion, quoi, enfin dans l'entité camion. Et comme ça, je peux faire des liens directs avec de la pré-saisie. Et je l'ai mis en lecture seule, comme ça, je suis sûr que les gens ne modifient pas l'engin. Et comme ça, ils pouvaient marquer j'ai un problème technique là-dessus, etc. et décrire le souci. Et ça nous crée un formulaire. Là, par contre, ton système de navigation, tu es sur des formulaires classiques ou avec des formulaires externes, un peu un mix des deux? Un mix des deux, parce qu'il y en a. Le premier, en fait, c'est un lien comment on va dire, c'est un lien externe, donc c'est vers une entité, donc vers les engins, le premier qu'on a vu. Et quand on veut remonter les anomalies, c'est sur la création. Donc là, on va dire que c'est un formulaire standard. C'est juste un formulaire avec une pré-saisie et tout ça, mais bon, ça reste un formulaire de création, un formulaire standard. Et du coup, l'ensemble un petit peu de la navigation du micro-logiciel est faisable sans compte TimeTonic. Ouais, ça c'est totalement externe. Donc là, j'ai créé mes petits boutons. Ah, les petits boutons, c'est quoi? Juste pour montrer un bouton Home, par exemple, qu'on a vu. C'est juste un formulaire externe transformé en bouton. Comme ça, il apparaît dans le formulaire en forme de bouton. Donc là, comme un peu dans l'interface là, comme on le voit. Et par exemple, remonter une anomalie. Là, je pense que ça doit être une formule, si je me souviens bien. Ouais, voilà, c'est une formule. Pourquoi? Parce que en fait, bon là j'ai fait un concat URL pour que l'URL soit sans les accents, machin, etc. Par exemple pour les noms des véhicules. Et c'est surtout parce que je viens rajouter à un moment le nom du véhicule. Voilà, j'ai mis engin et engin égale nom du véhicule pour qu'on puisse avoir un lien directement avec le préfil du nom du véhicule. Donc, et là, pareil, on a l'option transformer en bouton directement, qui est dans l'option du champ formule. En fait, on peut créer des boutons avec des formules aussi, et ce qui nous permet de faire ce système de navigation un peu dans les formulaires.
Ça, je voulais le montrer parce que je trouvais ça assez sympa. Je me rappelle pas qu'il y a ce genre de possibilité sur d'autres facilement comme ça. Enfin, je trouvais ça sympa, donc je voulais le montrer un peu ce cas-là. Enfin, voilà pour moi. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Bah, déjà, le fait de pouvoir accéder à la donnée qui est déjà à l'intérieur des bases pour la modifier, on est déjà sur un truc qui est bien différenciant, quoi. Ouais. Après, il y a une De le notion de faire. pricing, ça, enfin, faut bien regarder aussi. Est-ce que tout ce qui est formulaire de création, on va dire, formulaire, si j'ai bien compris, Thierry, c'est le moment que je dis des bêtises normalement. Euh, il y a le formulaire, partager un formulaire comme ça de création. Celui-là, on peut en faire autant qu'on veut, de ce que j'ai vu dans le pricing. Ce qu'il y a les formulaires type comme le permalien et tout ça, enfin, les formulaires qu'on crée en champ là. Hop, celui-là. Ah non, peut-être pas celui-là. Enfin, ceux qu'on crée en champ, là, formulaire externe, là, ils sont limités à un certain nombre. Donc, il faut regarder au niveau du pricing, etc., suivant l'utilisation qu'on a et les comptes, etc. C'est juste ce petit Après, point comme, de vue. ouais, après, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de limites pricing de Time Tonic, on peut reprendre un pack avec que des formulaires externes si jamais c'est une particularité de notre activité, sans surcharger avec d'autres fonctionnalités. C'est ça, on On n'a peut pas toujours rajouter. Après, il faut être en business, quoi, mais après, bon, après quand on a utilisation, ce genre de choses-là, avec un certain nombre, tout de suite, quand on commence à être une grosse entreprise et tout ça aussi, donc c'est logique. Hein, ça, Oui, puis on a les vu au fait possibilités aussi. sont assez grandes quand même par ça, et c'est vrai que ça fait pas de compte externe, donc c'est logique aussi, il y a de la modification de data, etc. Puis on a vu aussi avec le pricing que finalement le business est assez accessible hein, quelque part malgré tout. Ouais, Du Ouais, coup, c'est vrai que tu le peux vite business, faire le ça. business est intéressant à partir de 5, enfin, est accessible et intéressant à partir de 5 utilisateurs. Donc, on y est vite finalement. ouais. Donc, ben, je pense que je vais laisser la place à Martial s'il n'y a pas de questions. Je te laisse Ouais, bah prendre la sinon, main. ouais, sinon, comme tout à l'heure, s'il y a des questions Ouais, qui viennent après je coup sur ce reviens. que vient de dire Jérôme, ou même revenir sur les emails dont a parlé Marco, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, on va parler de quelque chose qui est peut-être un peu moins visuel, peut-être un peu moins sexy aussi, c'est les imports-exports de données. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui est très pratique, notamment à l'initialisation d'un projet, où c'est quand même top de pouvoir importer des données en masse, ou voire de rajouter des données à des tables existantes. Alors, je vais commencer par l'import, puisque c'est ce qui me semble assez logique. Déjà, on a des données, et ensuite, après, on peut les ressortir. Donc, déjà, si l'import de base, qui est la création de table, donc, on le voit, c'est quand on crée une nouvelle table, on a une table directement d'import, enfin, pour importer donc, du CSV ou de l'XLS. Donc là, tout simplement, on choisit nos fichiers. Hop, bon, là, j'ai pris... là, c'est un CSV. En option, on peut choisir si on a des particularités de détection des séparateurs. Bon, la détection automatique marche plutôt bien par expérience. Je ne me rappelle pas avoir eu de soucis avec. Donc là, je ne sais plus c'est quoi comme table. Il doit y avoir... bon, il doit quand même y avoir à peu près 1000 records dedans. Donc j'ai fait une table toute simple avec les ID, nom, prénom. C'est une table, grosso modo, une table de commande où j'ai mis quelques quantités. Alors ce qu'on voit, c'est que là, on a quasiment que des champs au format texte. Et la quantité où j'ai un nombre, ça a été détecté directement en format nombre. Et comme là, c'est des quantités c'est des tailles, donc de t-shirts, de chemises, etc. Il n'y a pas de décimale. Donc voilà, là, on voit que la table a été créée directement avec tous les records.
Donc là, c'est pour la création, c'est tout simple, il n'y a rien de bien sorcier, de bien extraordinaire. Alors, on peut aussi compléter des données. Donc là, ça passe depuis sur la table, enfin, le champ est sur la table des données qu'on veut compléter. Donc là, il y a importer. Alors, on va déjà passer sur importer depuis CSV. Donc là, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre TimeTonic où on va sélectionner notre fichier. Alors là, c'est pareil, on peut choisir le type de séparateur. En cliquant sur lire le fichier, donc là, on voit ce qu'il y a dans le fichier. Alors, tac. Pour vous montrer, je l'ai fait tout simple. Est-ce que je peux zoomer bloc-notes comme ça? Ouais. Hop. J'ai juste fait un fichier tout simple d'intervention avec de record, voilà, pour aller plus vite. Ouais. Attendez, effacer. Alors, par défaut, voilà, parce que j'ai déjà fait des tests avant, donc il y a des choses qui étaient préchargées. Donc, on a sur la partie gauche les champs du fichier qu'on veut importer. Et ensuite, à droite, donc avec un exemple de données, et à droite, le mapping qu'on veut faire. Donc là, je vais mapper ma date, mon type d'intervention, ma durée en minutes, et puis tech, c'est pour le technicien. Donc on voit qu'on a un rappel du type de champ. Donc là, j'ai des records qui vont être mappés avec des liens vers des autres tables. Donc ensuite, juste un OK. On démarre. Toc. Bon, alors là, on peut fermer la fenêtre là. Et là, on voit les deux champs que je n'ai peut-être pas assez montré avant. Les deux enregistrements qu'on retrouve là, du 24 décembre, du 1er janvier. Voilà, 24 décembre, 1er janvier. Les liens ont été faits. Alors, attention, quand on veut importer des tables enfin des données qui vont écrire dans des champs avec des liens. D'ailleurs, là, c'est bizarre. Ah, parce que je l'avais déjà créé avant. Eh oui, comme j'ai fait des tests. En fait, dans les paramètres du champ de lien, on peut faire de la sélection ou de la création. Donc là, ça n'aurait pas dû le créer. On va faire un petit truc. Toc. Mince. Modifier. Ouais, sélection uniquement. Là, on va le changer. Hop, Yann. OK. Donc là, on va refaire le petit import. Voilà. Donc là, vous voyez, comme j'ai fait l'import tout à l'heure, je l'ai déjà fait, dans le cache, il y a le mapping des champs qui est conservé. Donc là, ça va, il y en a 4, c'est hyper rapide. Mais si on fait plusieurs fois la même opération, dans la même journée ou de suite, bon, ben, c'est conservé. En plus, on peut même sauvegarder et importer ces associations. Ça, c'est pas mal parce que Ouais. quand on est susceptible d'avoir des imports différents suivant des contextes, on peut les sauvegarder, ces formats d'import directement. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps parce qu'une fois qu'on l'a fait et qu'on a un champ avec 100 champs, par exemple, ben, ça fait beaucoup, quoi. Donc, c'est bien de les sauvegarder, je trouve. Ça génère un JSON. Donc là, on voit mon Yann qui n'était pas dans ma liste des techniciens. Mon Yann qui n'était pas dans la liste des techniciens, il n'est pas créé, puisque je n'avais pas autorisé la création sur mon champ de lien. Donc là, j'ai autorisé la création. Alors, comme disait Jérôme, là, ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, j'ai sauvegardé les associations, donc ça génère un JSON. Et là, je peux charger les associations que j'ai sauvegardées, donc tram. Et tout de suite, on voit que les champs se remplissent. Voilà, donc
Comme je le disais, là, il y a 4 champs, voilà, c'est pas. Mais on voit bien l'intérêt sur des tables où on peut avoir à faire des imports réguliers, où il y a une cinquantaine, voire plus de champs. On définit notre trame. Alors déjà, un, c'est moins pénible de la définir comme ça. Et puis deux, ça évite des erreurs de mapping. Voilà. Donc là, je vais actualiser un coup, on était au 28. Hop. Et donc là, on voit que mon lien a été créé quand j'ai changé les modifs de la table. Donc c'est un truc qui peut sembler assez logique, mais qui peut vite être piège si on définit une vue avec la sélection uniquement et qu'on veut importer des données. Il y a un petit truc qui est sympa aussi dans l'import. C'est l'import de pièces jointes. Alors, si vous gérez beaucoup de documents, etc., hop, vous pouvez sélectionner toute une liste de documents. Voilà. Et là, ça va générer une ligne par document. Voilà, bon, alors là, ça n'a pas trop de sens dans la table dans laquelle je l'ai fait, mais on voit bien que directement, on peut avoir les documents qui sont intégrés quand on initialise une base documentaire. Et là, vous voyez, j'ai du Word, j'ai de l'Excel, j'ai du CSV, je ne sais plus ce que j'ai sélectionné, il y a peut-être le JSON qui est passé dedans, enfin bon. Voilà. On va passer. Donc voilà pour l'import. Je ne sais pas, Jérôme, Marcos, si vous voyez s'il y a des trucs que j'ai pu. Il y a un truc sympa, c'est avec les clés uniques, parce que quand on veut faire un import sur des enregistrements qui existent déjà et qu'on veut créer s'il n'existe pas, etc. C'est vrai que le côté. Ouais, c'est côté mise à jour aussi. Là, on a montré que la création, on peut faire de la mise à jour de données. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en plus ouais, je l'avais. Bon, là, c'est pas forcément la clé la plus pertinente. Là où les clés, d'ailleurs, ça peut être plusieurs clés qui vont décider de comment on fait pour savoir si le record doit être créé ou si c'est un record déjà existant. Ouais. Donc, ça évite, effectivement, ça peut éviter d'avoir à gérer des doublons par la suite. Parce que ça arrive souvent que il y a ce besoin-là lors d'un port en un second temps où tu vas vouloir mettre à jour, où il y a beaucoup de trucs. Enfin, moi, je voyais dans mon industriel, c'est que tu avais des comptes rendus de machines qui étaient mis en CSV. C'était le seul moyen que tu avais de te connecter. Tu faisais l'import, mais bon, il y avait des choses qui existaient déjà et des nouvelles choses. Donc comme ça te permettait de faire un import propre au niveau des mises à jour et des créations. C'est vrai que ça, c'est top. Ouais. Du coup, sur la partie export, alors c'est à titre personnel, je trouve pas ça hyper intuitif, mais l'export se cache sous le petit bouton partager. Donc là, on voit des fonctions relativement classiques d'export vers CSV, export vers XLS. Donc le CSV, bon bah voilà, rien d'exotique pour ceux qui ont l'habitude de manipuler tout ça, où on choisit on paramètre les décimales, etc. On peut mettre les fichiers, ça c'est quand même bien. Enfin, c'est vrai qu'il y a certains exports sur certains logiciels où tu peux même pas mettre les fichiers. Alors la particularité quand on fait des exports, c'est que bon, la première fois j'ai cherché. Et en fait, l'export se dépose dans la petite partie messagerie de notre espace TimeTonic. Donc là, j'ai fait l'export et TimeTonic est allé me le chercher là. Donc là, après, je peux l'enregistrer. J'ai un client qui m'a fait une remarque là-dessus. Et c'est vrai que c'était pertinent parce que il voulait pas que, les exports, ça l'embêtait parce que alors, des fois, genre des commerciaux, par exemple, ils exportaient la base client et ils en faisaient d'autres choses à côté. Et ce qu'il y a de bien là, c'est que celui qui fait un export, il est direct flagué. C'est l'avantage. Ouais, parce que c'est clair qu'à partir de là, on peut mettre en place des notifications, On peut générer automatiquement sa lettre de licenciement. Ah non, pardon. Ah, oups, c'était pas le bon export. Ouais, c'est la limite des automations des fois. Il faut pas savoir, faut pas forcément les déclencher tout de suite. Et puis comme disait Jérôme, si on fait
inclure les fichiers. Donc là, vous voyez, enfin, bon, la table est petite, mais l'export est hyper rapide. Comment il s'appelle? Voilà. Quand on veut récupérer les fichiers, donc on a un fichier, donc là, CSV, avec les données, et ensuite, on a un autre sous-dossier avec tous les fichiers qui sont dans la base. Voilà la manière dont ça se présente. Alors, un truc qui est vraiment, que je trouve, en utilisateur du back-office, que je trouve vraiment top, c'est l'export des lignes avec un modèle. Alors, pour les plus anciens, on peut appeler ça du publipostage, en quelque sorte. Ça s'appelle plus comme ça maintenant, moi, c'est... Merde, je suis ancien, alors du coup, c'est un terme qui me parle. Moi aussi, je suis vieux. Désolé, Marco. Donc là, on définit une trame un petit peu comme à la même manière que la génération de documents dont Jérôme avait parlé précédemment. Donc, on met nos balises de champ, alors qu'on va trouver dans la partie organiser les colonnes, on reprend nos codes de colonnes. C'est exactement, enfin sur la partie là, c'est exactement comme de la génération de documents. Et quand on exporte, alors, hop, voilà. Exporter. OK. Donc là, comme il y a plusieurs documents, on a un fichier zip. Et là, on voit que j'ai 35 éléments, ce qui correspond à mon nombre de records dans la table. Et alors, on voit que ça respecte bien, ça a généré mes documents. Donc, c'est une manière aussi de générer des documents en masse en les exportant comme ça. Et en plus, si je ne me trompe pas, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est suivant la vue que tu es, suivant les éléments que tu as, ça va exporter en fonction de ta vue. Donc, ça, c'est puissant. Ouais, tout à fait. En fait, tous les exports, que ce soit du CSV, enfin n'importe quoi, prennent en compte les paramètres de la vue. Donc, on peut effectivement, de cette manière, autoriser. Marco, tu disais le commercial qui exporte tous les contacts, puis on le voit. De cette manière, on peut lui autoriser d'exporter que certains champs dans la vue qui lui est partagée en fonction de son profil, de son ID user, de son rôle, etc. J'aime bien brider les utilisateurs, moi, c'est mon côté sadique. Et puis, ils aiment bien limiter les choses. C'est ça, on limite tout, aucune liberté. Non, mais c'est vrai qu'au niveau sécurité, c'est intéressant, quoi, carrément. Un truc dans l'export Excel. Je ne vais pas faire attention, c'est tel quel. 14h09, ça doit être celui-là. Non, ça ne l'a pas pris. Non, c'était pas le bon. Oui, du coup, hop. Quand on exporte avec une trame Excel, parce que ça peut se faire aussi, pour le coup, on sait définir quel champ on veut exporter, comment, etc. Bon, là, c'est fait de manière très, très simple. Ça fonctionne à peu près de la même manière que sur Word, au détail près qu'il faut mettre, si on veut toute la liste, il faut le mettre dans le champ, dans le nom de la cellule. Ah oui, il n'y a pas de dollar en fait là. Parce que moi je me suis fait avoir, j'ai testé avec $1, je crois, la dernière fois, ça n'avait pas marché. Ok. Non, en fait, et après là, tu as ta liste qui va s'implémenter. Là, je l'ai mis juste dans la première cellule sous mon libellé. Et puis la liste s'implémente. Et c'est pas ça que je voulais montrer. Oh mince. Je ne sais plus sur quoi j'ai fait l'export. Je vois l'heure, tant pis, je ne vais pas rechercher. Et en fait, quand on exporte en Excel, ça garde toute la partie mise en forme, couleur, etc.
qu'il y a dans la table par rapport à du CSV. Je sais plus Ah oui. Ouais, c'est vrai que quand j'ai fait des exports pour des clients, à chaque fois il y a des couleurs. S'il y a des statuts avec des couleurs, ça va mettre le fond en couleur. Il y a des trucs qui se gardent aussi. Ouais, bah du coup, voilà, tout ça, quand on l'exporte en Excel, c'est conservé. Bon, et puis on voit c'est presque trop bien parce que du coup, ça incite les gens à exporter Excel et si on veut les faire quitter Excel pour certains usages, mine de rien, ça aide pas là, si c'est trop avancé, quoi. Et je crois que suivant le profil où tu es, si tu es utilisateur ou juste lecteur, ça, la partie partager, importer, tout ça, elle apparaît ou non aussi suivant les profils user. Ouais, c'est ça. Si tu te mets en limité, en utilisateur, je ne me rappelle plus, mais oui, effectivement, en fonction du profil d'utilisateur défini, le bouton partager est masqué ou pas. C'est l'avantage parce que si tu veux limiter une personne pour qu'il ne puisse pas faire des sports, c'est une des façons, on va dire, par les droits qu'il n'a pas les boutons. Ça va plaire à Marco. Et puis pour pas faire plaisir à Marco, on peut vite supprimer de la discussion les exports avant que ce soit trop tracé sur ce qu'on a exporté. Ouais, mais avec les notifs, Ouais. je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il a déjà reçu la lettre de licenciement, même s'il efface, c'est trop tard. C'est ça. De toute façon, l'autom est lancé. Voilà. Voilà pour un petit tour rapide des fonctions d'export-import. Moi, perso, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté j'exporte des documents, je génère des documents en masse juste en faisant un export en mode publi-postage. Ça, ouais. Et surtout dépendant d'une vue. Donc, comme ça, on peut exporter des documents qu'en fonction d'un statut ou d'une date. Parce que ça, c'est une tannée souvent. Je veux dire, si tu as une vue spécifique pour extraire, c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a d'autres outils où ça te met tout. Et après, démerde-toi sur le Excel ou autre à supprimer tous les champs que tu veux pas. Tu vois, souvent, c'est la galère à traiter derrière. Quand même. Et puis là, pour le coup, ce que je trouve top aussi, c'est que tu mixes les fonctions d'export et de génération de doc dans un seul truc. Donc, ça peut être une bonne manière de ne pas passer par de la génération de doc individuelle ou automatisée ou quoi que ce soit. Ça en exporte. Il y a une question qui me vient, parce que personne ne pose des questions, du coup, moi, je vais en poser. Non, mais en te regardant, ça me donne... Est-ce que tu sais s'il y a des limites, quelles sont les limites du nombre de données qu'on peut importer ou la taille du fichier CSV, par exemple? Non, j'ai déjà importé, je crois que le plus gros que j'ai importé, d'ailleurs, ça n'avait pas fait plaisir ça m'avait pas fait plaisir à Time Tonic parce que d'un coup j'avais explosé mes limites de l'époque de mon plan en nombre de records. Je crois que je devais avoir une centaine de champs et puis dans les 35 000 records. D'accord, oui, donc c'est quand même énorme parce que là, par exemple, sur Airtable, même avec une grosse extension, tu es à 25 000 records, je crois, maximum. Ah oui, 5 ou 5 mégas pour un CSV, donc à mon avis, tu dois vite. Donc on peut aller assez loin. Après, si tu as un bon plan, évidemment, pour recevoir les lignes, après, c'est normal. Ça, c'est et puis, voilà, puis un petit piège dans lequel je suis tombé aussi, c'est le VPN. Il vaut mieux le désactiver quand on fait des imports-exports ou alors définir mettre Time Tonic en exception pour que ça passe. Mais c'est vrai que tu as déjà eu des soucis là-dessus. C'est vrai que j'en mets pas de VPN, donc je devrais peut-être, mais j'ai jamais eu le souci. Non, c'est juste, un coup il était activé, puis je comprenais pas, les imports marchaient pas. Voilà, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais après, surtout des imports qui peuvent mettre du temps, peut-être avec des changements d'adresse IP ou des conneries comme ça, que ça pose souci peut-être. Moi, je m'étais fait avoir, je crois que c'était par rapport aux droits API. En fait, il faut avoir les droits API pour pouvoir faire de l'import, c'est ça. Ah ouais. D'ailleurs, ce qui peut limiter aussi les droits pour les personnes, ça peut être un moyen aussi de l'hybrider. Un moyen de plus pour l'hybrider, oui.
C'est vrai que je m'étais fait avoir pareil, j'avais un compte démo que j'ai voulu faire un apport et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas, j'avais pas les droits à payer, donc j'ai dû aller retourner sur l'autre compte pour l'activer. Mais ouais, c'est vrai que vous pouvez penser à ça. Et pareil, enfin, je spoil un peu, mais je pense que c'est comme c'est dans les cartons et tout ça, bientôt il va y avoir un type d'importation FTP. Avec un serveur HTTP, on peut aller chercher directement, enfin, il y aura un fichier, on peut aller chercher un fichier directement sur un serveur distant pour le mettre à jour dans TimeTonic. Donc, sachez bien que c'est dans la partie dev en ce moment, donc ça arrivera, je pense, cette année comme solution, mais ça se voit beaucoup en entreprise. Ça peut être vraiment une future, ça va vraiment pas mal au niveau import aussi, pour automatiser, on va dire, des imports sur des serveurs distants. Donc, ça peut être top aussi dans le futur. Ouais, puis ça peut permettre de communiquer avec des logiciels peut-être un peu plus anciens qui n'ont pas forcément des API ou dont les API font pas ce qu'on veut. Mais moi, j'ai souvent ce besoin-là en industrie, enfin, si j'en fais plus encore avec TimeTonic, mais clairement, c'est un besoin qu'il y a beaucoup en industrie, parce que tout est sur. Pour limiter les accès, ben, c'est plus du CSV, etc. Comme ça évite d'avoir des connexions dangereuses et tout ça. Ça exporte un CSV sur un serveur. Et justement, FTP, c'est pas mal. Et ça c'est vrai que ça sera un bon point pour TimeTonic dans le futur. Ah, une question d'Edouard. Alors, concernant le champ email en création, est-il possible d'y mettre plusieurs adresses? Si oui, avec quel séparateur? C'est la virgule, de toute façon. Ouais, c'est la virgule. Donc, Ouais, oui. pour moi, ça doit être Moi, je le fais en automne souvent. Et en standard, même quand on sélectionnait plusieurs, ça séparait d'une virgule. Donc, pour moi, enfin, j'ai déjà fait en automne, mais oui, il faut le séparer par des virgules et ça va prendre en compte. Du coup, oui, c'est possible, plusieurs adresses et avec virgule. Mm. Si vous voulez répondre, ouais. Ouais. TimeTonic, c'est vraiment la grosse référence no code en France. Excusez-moi, je rejoins en cours. C'est la grosse référence, ouais. Après, ça dépend de quel type de logiciel. Il y en a plein de différents en no-code, même en no-code. Hein. Donc, il y a des concurrents aussi qui sont sur d'autres façons de voir. Là, on va dire, on est plus data first, donc visuel direct de la data. Donc, pour moi, TimeTonic, oui, en France, c'est le meilleur là-dessus. Après, il y en a d'autres sur d'autres façons de voir le logiciel, mais il y a d'autres, des types XR ou autres, enfin, Eteco par exemple, mais qui ont d'autres approches au niveau logiciel. Donc après, ça dépend un peu du contexte, je dirais. Ouais, le choix n'est pas toujours évident et hyper tranché entre la solution à utiliser. Après, c'est toujours pareil, il faut toujours connaître bien là où les solutions pour pouvoir faire un choix éclairé, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Souvent, il faut avoir manipulé un peu les différents, comme ça tu te rends compte dans tel contexte, c'est mieux. Puis surtout, il faut se projeter aussi dans le futur. Enfin, il y a des outils qui sont plus. Moi, ce que je trouve, c'est souvent plus c'est facile à utiliser, plus tu vas avoir d'autonomie, donc c'est très très bien. Mais après, il y a certains trucs que tu ne pourras pas faire. Et inversement, des outils où tu peux faire un peu plus de choses, mais tout de suite au niveau que le client, pour qu'il maîtrise le logiciel, c'est un peu plus complexe ou pour créer des choses. Donc, c'est toujours un compromis entre facilité et puissance et puis solution, on va dire des fonctionnalités qu'il y a derrière l'outil. C'est une solution née sur. Ouais, tu peux afficher la question, du coup, Martial. Pendant que Jérôme finisse, ouais. J'étais en train de dire sur mon écran. C'est pas pour moi, c'est pas de la WS. Hein. De toute façon, c'est du stockage en France. C'est Scaleway, si je me trompe pas. En tout cas, c'est pas un provider américain. C'est un provider américain, c'est un provider français, c'est pas WS. Donc, ça, il y a sur le site, si je me souviens bien, il y a une partie RGPD et tout ça, et sécurité, etc., qui est sous le site, et il me semble qu'il précise un peu ces points-là. Mais s'il y a des questions un peu plus sur le côté serveur et tout ça, n'hésite pas
on a créé un Slack des Timetoniciens et n'hésite pas à t'inscrire dessus. Je pourrais remettre le lien, on pourra remettre le lien après. Sur ce Slack-là, on peut poser des questions et si c'est le genre de choses que tu veux préciser, on pourra répondre sur le Slack de la communauté pour donner les infos. Je sais bien que Thierry et puis Jean-Michel me ont déjà donné ces infos-là, mais je ne sais plus ce qui est confidentiel ou pas, est-ce qu'on peut tout dire, au niveau des stockages et tout ça. Donc, va déjà voir sur leur site, je pense, et puis sinon, le Slack des Timetoniciens, on pourra rentrer un peu plus dans les détails si besoin. Magnifique pipi. Je me dis, Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit ou... Des conneries, des bêtises qu'on a dit. Ouais, en plus, on a déjà pas mal débordé. On a de la chance qu'il y ait personne derrière. C'est vrai. Profil pic. Ah bah c'est ça le problème quand tu mets des photos et que tu poses des questions, c'est qu'on voit la photo. J'ai même pas remarqué, je m'en souviens même plus les photos que c'était, ça m'a pas choqué. Ah si, moi j'ai vu tout de suite. J'avoue, j'ai rien dit, mais. J'ai même pas vu, tu vois. Ouais. Bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas de questions, a priori. Merci à vous. Et du coup, si vous avez des volontés pour la thématique de la prochaine émission, n'hésitez pas à le dire. Sinon, c'est nous qui choisissons, comme d'habitude. De toute façon, on choisit, mais... Voilà, non, mais on choisit, mais en fait, s'il y a des questions, enfin, on oriente par rapport aux questions ou remarques ou aux souhaits. Mais, Et ça va tomber quand la prochaine? La prochaine, ça fait le 7 mars, je crois. Ouais, c'est ça, jeudi 7 mars. Ok. Bon, nickel. Ça nous laisse un peu plus de temps. Bon après-midi à tous et puis du coup à bientôt. Allez, à bientôt. Ouais, à bientôt, merci. Au revoir. Salut.